sommes à l'heure du principal rendez-vous avec l'information sur la télévision du futur en ce mardi 3 janvier 2012. Voici les titres. Journée plutôt étonnante et très controversée chez les populations habitant la zone dite des 90 logements, surpris dans cette matinée du 3 janvier par des agents du département de l'aménagement du territoire s'étant présentés pour des sommations de départ des lieux. Une nouvelle, mauvaise bien sûr, qui a suscité bien des colères dans cette cité. On en saura un peu plus dans ce journal. Et rien ne va plus au sein du département du tourisme. À l'université Omar Bongo de Libreville, les étudiants sont rentrés dans une colère noire. Dans cette édition d'information, nous tenterons de comprendre également les raisons de ce mécontentement qui a poussé ces étudiants à la rue. Un peu plus de 2 semaines nous séparent de l'ouverture solennelle des manifestations relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est question de voir comment les forces vives de la nation s'approprient cette organisation. Nous parlerons des populations, de la presse, du transport, mais également d'autres infrastructures. Ce sera dans le dossier de cette édition d'information. Il est des ménages où l'un des conjoints est encore sur le banc de l'école. On se demande bien si la vie de couple est compatible avec la recherche de poursuivre les études. C'est la fenêtre que nous ouvrirons dans cette édition d'information. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, ce communiqué qui annonce une grande réunion des cadres et militants de l'opposition ce mercredi 4 janvier 2012 à 16h au siège, 6 à l'ancienne Sobraga à Libreville. La présence de tous est indispensable. Et sur le front social, cette fois, c'est ce mouvement d'humeur des étudiants au département du tourisme en année master qui sont sortis de leur salle pour revendiquer la suspension de leur filière, une mesure rectorale qui a été prise récemment. Rufin Marcel Oquinzé, Alexandre Biban. Les droits de formation constituent la principale revendication des étudiants master tourisme de l'université Omar Bongo qui observent un sitting devant l'entrée principale de leur établissement depuis ce mardi. Une montée d'adrénaline qui fait suite aux dernières décisions rectorales. Ce DCS qui a été créé en 1999 et qui a d'ailleurs déjà eu plusieurs formations, qui a déjà eu plusieurs, en effet, diplômés donc de la circonstance et qui travaillent déjà donc pour le pays. Il est qu'en ce moment, le DCS malheureusement, ou du moins le master tourisme actuel, on ne veut pas, du moins les autorités de l'université ne veulent pas nous accorder l'inscription administrative qui va donc faire pour la 6e promotion, qui va donc faire que nous puissions apprendre légalement cette année. Les 157 étudiants en colère disent ne rien comprendre le bien fondé de l'argument qu'ils rebrandit par l'autorité rectorale, un argument qu'ils qualifient de fallacieux. Il faut donc dire que les autorités de l'université, en effet, imputent l'auteur, bien évidemment, aux responsables qui ont créé notre formation, selon qu'ils n'auraient pas suivi la démarche administrative, adéquate. Si ces derniers n'auraient pas donc suivi la démarche administrative qui convient, alors on s'interroge à savoir comment ça se fait donc que la formation apparaisse dans la loi, en effet, de finances de cette année. La décision de fermeture de la filière Master Tourisme étant officielle à l'université Omar Bongo, et qu'en est-il des mesures d'accompagnement? Le plan d'accompagnement est tout simplement celui de repartir dans nos différents départements. Dans mon cas, par exemple, je suis ressortissant du département d'anglais. En effet, j'ai une licence en anglais. Initiative pourtant jugée opportune par le chef du gouvernement en octobre 2010, car elle devait permettre à terme de disposer de ressources humaines qualifiées à même de répondre utilement à toutes les sollicitations dans le domaine. Mais plus des... Et c'est avec grand étonnement que les populations habitant à quelques mètres de l'université Omar Bongo, dans la zone dite des 90 logements, se sont étonnées de cette sommation de déguerpir des lieux par le département de l'aménagement du territoire. Il s'agirait de 3 jours de sommation. Ces populations ne comprennent pas ce qui leur arrive. Voici le reportage de Nathalie Oquet, signé sur les images de Guy Serge Dizango. 3 jours, c'est le délai accordé aux populations de la CI pour libérer leur site. Ils ont été surpris par la visite d'une équipe des agents de l'aménagement du territoire venus mettre les marques sur les murs. L'opération de casse est donc prévue pour cette fin de semaine. Pour l'heure, ils n'ont pas assez d'informations sur la nature des casses en projet. 3 jours comme ça, qu'on laisse aux gens comme délai pour dégarpir, c'est assez court.
Et déjà, on ne sait pas si c'est tout le bâtiment qui doit être détruit ou bien juste les garages, parce que il est bien vrai qu'il y a des gens qui ont aménagé des garages pour faire des boxes commerciales, comme des petits maquis, des vidéothèques. Hier, ils ont dit qu'on doit dégarpir, c'est tout. Ils doivent casser, il n'y a rien à expliquer. Maintenant, on doit aller au bout aussi. Introduire comme ça, nous, on doit aller au. Nous sommes désespérés parce qu'on n'a pas là d'où aller, nous sommes désespérés, on doit aller où? On devait bon dossier peut-être, c'est bien un mois. Bon, maintenant, là, en ce moment-là, on doit aller où? Installées ici depuis plusieurs années, ces populations dénoncent cette attitude de l'État, surtout qu'ici, il n'y a aucun projet en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée équatoriale. À ce qui semble, l'État leur reproche d'attirer les bandits dans leur zone. Aucun habitant de ce quartier n'a été sensibilisé. Parce que depuis hier, c'est hier que nous avons été surpris que ces gens-là viennent, ils nous mettent des gravures sur les murs et donner un préavis de 3 jours, chose qui est tellement impossible. Espérons que ces cris de détresse des populations de la zone CI seront entendus par les autorités. Et en attendant d'y voir clair, l'opération pourrait concerner principalement les extensions des bâtiments ou encore les constructions anarchiques intervenues il y a quelque temps dans la zone. Et nous restons dans cette partie de Libreville pour parler cette fois des difficultés vécues au quotidien par les populations habitantes derrière la prison centrale de Libreville. Cela fait environ 9 mois que ces dernières n'ont pas une goutte d'eau à leur robinet. Reportage Nathalie Oké, Aristide Paolo. 9 mois déjà que l'eau ne coule plus dans les robinets de derrière la prison, une situation qui date de l'année dernière. Selon ces populations, il y avait de l'eau en début 2011. Suite à certains travaux en cours dans la zone, le problème s'est aggravé depuis quelques mois. Il y avait de l'eau abondamment, mais apparemment il n'y a plus d'eau. Même pas un peu, rien, pas du tout. Et on paye tout le temps les factures, on est dépassé. Pour faire face à ce problème qui frappe ses habitants, ils sont obligés d'opter par d'autres mécanismes pour se procurer de l'eau potable. On va chercher de l'eau à la prison centrale, soit chez les voisins, peut-être à lui, Penoroti. On emprunte des taxis, on prend aussi des voitures, on demande les services aux voisins. Parfois, ils chassent parce qu'ils estiment qu'il y a une conduite à tenir et quand c'est nous qui voulons de l'eau, nous sommes obligés de se soumettre à leur exigence. Ces habitants de derrière la prison supplient les responsables de la SEG sur la nécessité d'une distribution équitable du liquide précieux à travers tous les quartiers de la capitale. Et nous allons dans la zone sud de Libreville principalement pour évoquer la dégradation de la route Lian-Niali, Carrefour Niali, au quartier Bangos, après donc la pose des tuyaux de canalisation d'eau par une entreprise de la place. Le bitume n'a toujours pas été rétabli sur ce tronçon de route. Pamela Konabesolo, Guy-Serge Dizambo. Les populations du quartier Niali avaient pourtant applaudi, et même très fort, lorsque cette route avait été bitumée il y a quelques mois. Ensuite, des travaux avaient été initiés pour la construction d'un château d'eau. Une entreprise a de ce fait procédé à une pose de tuyaux en cassant le bitume. Aujourd'hui, cette voie s'est dégradée à certains endroits. Depuis qu'on a ici, la route n'est pas bonne. Oui, parce qu'on ne connaît pas le problème. Pourquoi ils ont fait passer? Oui, on a dit qu'à cause des tuyaux d'eau qu'on voulait passer, et on ne savait pas les choses comme ça, on voulait passer ça depuis que le commencement de la route. Ça, c'est professionnel. Ce n'est pas que pour moi, on voulait chercher les bons techniciens pour venir faire les choses comme ça. C'est comme les techniciens ici ne connaissent même pas le travail. Même. Auparavant, il y avait trop de poussière. Et maintenant qu'on l'a cassé, pour faire passer les tuyaux d'eau, elle dit qu'elle n'est pas bonne, et jusque-là, elle est restée comme ça. Dans l'entreprise, ils n'est plus venu du tuyau. Rien. Je ne sais pas, depuis ça perd trop, ils ont déjà trop perdu du temps pour faire les travaux du château. C'est récemment qu'ils ont encore ouvert. On ne sait pas s'ils vont encore barrer. Et quand ils barrent, c'est la population qui est pénalisée. Après la pose des tuyaux, cette entreprise n'a guère procédé au bitumage. Pourquoi un tel laxisme? Et comme d'habitude, ce sont les populations qui payent le lourd tribut avec la poussière et tous les risques encourus.
et les populations qui peuvent payer le lourd tribut également dans la non-observation des signalisations, notamment des panneaux et même d'autres marquages au sol. Plusieurs indicatifs de sécurité sont pas mal connus des populations, pourtant permettant d'éviter par exemple des accidents. Bertline Bengon, Serge 10 ans. Des passages piétons dans notre ville, il y en a à certains endroits de forte circulation. À quoi servent-ils? Les piétons le savent-ils? Oui, je connais le passage routier. Il sert aux piétons, surtout dans une voie comme celle-ci par exemple. Il sert à, lorsque des piétons veulent traverser, aux véhicules de s'arrêter et de laisser les piétons passer. Non. On voit panneau stock, on voit panneau qui indique que non, il faut, quand tu roules, il faut aller lentement en tout. Mais je ne maîtrise pas le reste. Pas tous à l'évidence, il en est de même pour les automobilistes. Je ne connais pas. Je freine, je marque un stop et puis le piéton traverse. Le non-respect du langage entre piétons et automobilistes sur ce passage peut occasionner bien de désagréments. Récemment, là, au lycée d'État, moi j'ai vécu un spectacle. J'ai vu des élèves qui se sont laissés aller directement. C'est vrai qu'eux, ils savent que ce passage goûté est réservé aux piétons, mais les véhicules, il y avait des véhicules qui revenaient de l'aéroport, au sens Chamonage. Ils n'ont pas, il y a des véhicules qui n'ont pas laissé les élèves traverser, ils sont allés en vitesse. Chez les autres, on a souvent vu que la traversée piéton là est respectée. Les véhicules. Ils doivent normalement traverser quand les voitures sont presque en arrêt, mais les voitures doivent aussi respecter ceux qui traversent. Les services de la sécurité routière sont ici interpellés afin de mener des campagnes de sensibilisation et d'information à ce sujet, mais aussi sur les panneaux de signalisation dont plusieurs ignorent l'utilité. Et nous allons tout de suite dans la zone nord de Libreville pour constater l'organisation des clandomènes dans cette partie de la ville de Libreville et principalement à Ngondje. On se souvient que la dégradation de la route posait pas mal de problèmes, notamment au niveau de la tarification et de l'accès même à ces différents quartiers. Une fois la route bitumée, comment ces clandomènes s'organisent-ils aujourd'hui? Quelques réponses dans ce reportage de Pamela Mpona-Bessolo. Les images sont de Guy Serge 10 ans. Au niveau d'Angondje, il existe une organisation particulière s'agissant du transport, ce qui n'arrange guère les clients qui estiment qu'il s'agit d'une forme d'arnaque. La tarification serait élevée comparée aux autres quartiers alors que la route est complètement bitumée. Et puis c'est trop élevé parce qu'il n'y a pas de raison que la route est goudronnée et on nous demande encore 200 francs pour aller juste à côté, à 500 mètres, 200 mètres. Si à Missa par exemple, ils prennent 400 francs. Et au stade 5 ans. Donc la route c'est nickel. Vous voyez vous-même, elle est très nickel. Oui. Maintenant aujourd'hui, on boude un peu, il faut que ça change quoi. Parce que il n'y a pas de raison. Dans d'autres quartiers, les prix ont diminué. Et ici, comme ils se disent que c'est en Ngondje, tout le monde a les moyens. Des transporteurs suburbains, quant à eux, essayent de se justifier tant bien que mal. On pourrait savoir qui fixe les prix. Je ne sais pas, celui qui fixe les tarifs. J'ai trouvé comme ça. En fait, les tarifs sont toujours les mêmes, ce sont les anciens tarifs par rapport à l'état de route, c'est-à-dire 200 l'arrêt jusqu'en Traco et 500 en allant vers le stade là-bas. La route était dégradée, certes, oui. Bon, mais aujourd'hui, on a nos voitures qui sont allées au garage. Il faut qu'on puisse récupérer. Donc le temps de récupérer, sinon les choses iront bien d'ici peu. La municipalité doit porter un regard particulier sur la situation qui prévaut au quartier à Ngondje afin que nul ne soit lésé. Et l'année 2011 qui s'en est allée, c'est l'occasion pour faire le point sur le plan sanitaire, sur la vie en société, sur l'éducation également, mais également sur le quotidien des Gabonais, ce qu'en pensent ces Gabonais que nos reporters ont rencontrés ce matin et leurs différents souhaits pour cette nouvelle année. Il s'agit bien sûr de Pamela Mpona-Bessolo et Guy Serge Dizambou qui nous apportent quelques réponses. Une nouvelle année, 2012. L'heure est au bilan, notamment au niveau des réalisations de notre pays. S'agissant des infrastructures, plusieurs sont sortis de terre. Qu'en est-il et que faut-il améliorer? Il ne faut pas que ça se passe à la précipitation. C'est parce que le stade, d'abord, ça va pour cette nouvelle année normalement. Parce que le stade, d'abord, on a eu un problème lors des matchs là.
Il y a eu d'abord la pelouse qui était vraiment dégradée, les routes ça va, puisque le tronçon Ndiolé-Medouman est déjà en cours. Le malaise enregistré dans le secteur éducatif a été traduit par la grève de la faim de la CONACYCED et toutes les autres revendications. Au niveau de la santé, le centre hospitalier fonctionne de façon partielle. Bref, l'accès aux soins reste difficile. Ce que moi je voudrais, c'est qu'on puisse un peu améliorer dans le domaine de la santé, parce qu'il y a ceux-là qui sont un peu des familles diminuées. Et alors que quand ils arrivent dans certains hôpitaux, alors de traiter d'abord le patient à l'instant même, on va d'abord, n'est-ce pas, lui faire traîner, parfois demander d'abord que qu'on puisse d'abord acheter les soins. Dans certains services, vous voyez même, il y a des malades, il y a des patients qui traînent le long des couloirs. Donc on a du mal à les entretenir parce que les espaces ne sont pas encore appropriés pour pouvoir recevoir les patients. Il faut construire des écoles et puis mettre plus, prendre plus des enseignants. Le coût de la vie est très élevé de manière générale, que ce soit le logement ou encore les produits de première nécessité. Pour les populations, il est primordial que nos autorités agissent au plus vite cette année afin de les soulager. On n'arrive pas à bien manger, vraiment c'est difficile quoi. C'est difficile. Tout coûte cher. Mais oui, tout coûte cher. Comme quoi, le poisson, le cotis, l'huile, tout est monté, Ce sont des problèmes réels sur lesquels les autorités compétentes devraient porter un regard particulier, non seulement pour le développement de notre pays, mais aussi pour soulager les populations. On parle d'une année 2011 cauchemardesque au niveau du continent africain, l'année 2011 qui s'est refermée derrière nous, et sur le continent africain, le comble du malheur du peuple africain, certainement la chute de plusieurs présidents contre vents et marées qui voulaient s'accrocher au pouvoir. Retour sur les temps forts de d'une épouvantable avec Ismaël Obianzé sur les images d'archives. Si au Gabon, l'année 2011 a été terrible, ailleurs elle fut tragique. En Tunisie, en Égypte, en Côte d'Ivoire et en Libye, pour ne prendre que ces exemples. Ces 12 derniers mois se sont écoulés dans un flot de sang. 4 chefs d'État, jadis protégés par des citadelles que l'on croyait imprenables, ont abandonné le pouvoir dans des circonstances plus ou moins atroces. Ben Ali, contraint par la rue à prendre le chemin de l'exil. Moubarak, en proie à la justice sur une civière. Laurent Gbagbo, transféré à La Haye. Kadhafi, exécuté comme un rat après humiliation. Si en Côte d'Ivoire la paix est plus ou moins de retour, permettant ainsi aux nouvelles autorités de s'attaquer aux tâches de développement, en Tunisie, en Égypte et en Libye, par contre, le printemps arabe charrie de gros nuages noirs. La transition se poursuit certes, mais dans une trame tumultueuse sur fond de périls islamistes. À l'origine de cette valse de chefs d'État, une seule chose, la volonté de s'accrocher contre vents et marées au pouvoir. Pour n'avoir pas su partir à temps ou faire des concessions au moment indiqué, tous ces ex-hommes forts ont payé. En tout, quand on voit le sort qui fut le leur, on se demande pourquoi diable certains présidents s'obstinent à vouloir se scotcher au trône. Par orgueil ou amour propre, sous la pression de leur entourage, par la peur du lendemain. En tous les cas, il faut espérer que 2011 emportera avec elle les velléités de règne ad viternam. Sinon, pour tous ceux qui caressent secrètement le désir d'éternité au pouvoir, c'est le moyen le plus sûr et le plus humiliant de courir à leur perte, avec le risque de conduire son peuple à l'abîme. Bonne année 2012, que la paix sociale soit la chose la plus recherchée ici au Gabon et ailleurs dans le monde. Et nous revenons au Gabon pour évoquer cette fois les interprétations liées au discours de fin d'année du chef de l'État qui exhortait les populations à la contribution en vue de l'assainissement de la ville de Libreville pour les manifestations à venir. Le constat fait dans les quartiers par nos reporters. Le voici. À l'occasion de son discours de fin d'année à la nation, le chef de l'État a mis un accent particulier sur l'insalubrité qui prévaut dans notre capitale en demandant aux milliers de Librevillois de s'impliquer pleinement dans l'assainissement de leur espace de vie, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, un appel qui commence à prendre forme dans certains quartiers. On s'est précipité rapidement pour le faire et moi, dans tout ça, on a dit non, il faut vraiment qu'on embellit chez nous.
Le blanc parce que ça frappe, ça présente très bon. Nous recevons beaucoup de pays. Donc, il faut que notre pays, lorsque les étrangers arrivent chez nous, dans les pays voisins, ils voient qu'au Gabon, nous sommes propres. Si certains ont commencé à rafraîchir leur peinture et à nettoyer l'environnement, en revanche, d'autres semblent ne pas s'arrimer aux exigences de l'État, comme ici, à la Cité de la Caisse, vieille de plus de 40 ans. Il faudrait que ça se perpétue. Déjà, il y a de bonnes initiatives qui ont été prises en mettant les bacs. Je vois qu'ils ont fait des trucs là à la sortie des carrefours. Voilà, ils ont mis des coins de dépôt. Donc, que l'on ne se dise pas seulement que c'est juste une affaire de canne. C'est-à-dire que ça doit se perpétuer. Au-delà de la canne, il faudrait qu'on continue à lutter contre l'insalubrité. La propreté, c'est déjà une affaire personnelle. C'est-à-dire que vous auriez bien la volonté de faire, mais la vie n'est pas de tout le monde, quoi. À quelques 2 semaines de la tenue de cet événement de dimension internationale, la capitale peine à présenter une image belle. Espérons que l'interpellation faite à l'endroit de ses citoyens résidant à Libreville sera entendue de tous. Et nous abordons la page dossier de CTV Plus Soir consacrée justement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette perspective, le gouvernement de la République vient de conclure une location de 3 Boeing 737-300 d'environ 150 places. Le premier appareil de cette acquisition a atterri à l'aéroport international Léon Mba de Libreville en présence de nos reporters, notamment Benoît Mwamba et Ismaël Obianzi. Un appareil comme celui en plein vol ici, il en faudra 3 pour le Gabon qui veut faciliter la mobilité des officiels et de tout autre voyageur de la CAN le temps de la compétition prévue sur son sol et en Guinée équatoriale. Sur le tarmac de l'aéroport de Libreville, les journalistes ont été invités à l'atterrissage de cet avion frappé aux couleurs de la Lituanie. Une preuve en croire la commission communication du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football que les derniers réglages de l'événement sont satisfaisants. Nous avons vérifié toutes nos infrastructures, toutes nos zones dédiées aux médias, elles sont faites prêtes. Les hôtels de médias sont livrés le 10 janvier, donc nous pouvons affirmer que nous sommes fin prêts. Nous avons réceptionné les navettes dédiées aux médias, mais également au VIP à tout le monde. Plus d'une centaine de journalistes sont attendus à Libreville et à Franceville pour couvrir la fête du football africain. La phase promotionnelle et marketing de l'opération est bouclée. Les billets en vente depuis près de 2 semaines circulent toujours, mais attention aux retardataires. On va dire que les places réservées à une certaine catégorie, ceux qui ont le pouvoir d'achat, sont quasiment bouquées. Ça risque de se jouer en sold out. Il nous reste des places dites pour les gradins, les tribunes populaires, parce que dans cette catégorie de consommateurs-là, on n'a pas pris les habitudes de prévision. On ne fait pas dans la prévision, on fait au coup par coup. Donc ce sont ces billets-là, selon les indications partielles que nous avons en ce moment, en ce jour, nous pouvons dire que nous avons déjà écoulé près de entre 15 000 et 20 000 billets pour les gradins et tribunes populaires. Certaines sources proches du dossier indiquent qu'une compagnie aérienne lituanienne aurait donc loué ses appareils à l'État gabonais. Les 2 autres arrivent en fin de semaine. Le montant de ce marché n'a pas été livré. Il reste donc un peu plus de 2 semaines avant le coup d'envoi de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans certaines rédactions, notamment la presse écrite satirique en matière d'accès à l'information en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations? Ruffin, Martial Okézé, Alexis-Henri Vivant. À 3 semaines du coup d'envoi officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football orange, Gabon-Guinée équatoriale, la gestion de l'information pour une meilleure couverture médiatique se passe de commentaires au niveau de la presse écrite satirique qui se dit exclue. Nous constatons qu'il y a des petits blocages, que depuis le premier COCAN, nous avons été désignés, nous avons désigné quelques journalistes de la rédaction pour être des points focaux du COCAN. Et puis, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements. Pour réparer cette forme d'injustice, avant le coup d'envoi officiel de la CAN 2012, le directeur de publication de l'hebdomadaire satirique Le Temps estime que rien n'est perdu. Nous demandons au COCAN, pour ce qui est de la presse, il faut le réitérer ici, d'associer toute la presse. C'est vraiment la réelle préoccupation des responsables des médias que nous sommes. Nous voulons que l'affaire soit bien réglée, parce que déjà nous avons constaté qu'il y a un retard au niveau de la com, parce que
en dehors des petites affiches, mais le citoyen lambda qui passe dans les rues, on ne sent pas qu'il y aura un événement dans 2 semaines au Gabon. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 devra certainement rectifier le tir en impliquant tous les organes de presse locaux à la manifestation pour rendre la fête belle et conviviale. Et en matière d'infrastructure, on se souvient que le gouvernement de la République, évidemment, en collaboration avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, avait décidé de réquisitionner un pavillon au sein de la cité universitaire de l'université Omar Bongo de Libreville, où en sont donc les travaux du bâtiment retenu pour la circonstance. Quelques explications dans ce reportage de Bertine Bengon. Les images sont de Benoît Mamba. À l'université Omar Bongo de Libreville, les travaux du pavillon F entamés depuis plusieurs mois déjà vont bon train. Nous avons donc trouvé les ouvriers à la tâche. Vous voyez, la preuve en est que vous voyez comment on est tous là ce matin, c'est pour avancer le travail. C'est pour avancer le travail. Les caroleurs sont là, les menuisiers, vous voyez comment ils sont en train de placer dans les torches. Et moi, je suis en train de finaliser le branchement des splits. Seulement ici, les interrogations sont multiples. Ce bâtiment devrait-il encore faire partie des infrastructures de la CAN 2012, comme annoncé auparavant encore par le gouvernement? Aux dernières nouvelles, voici ce qui en ressort. On n'a pas vraiment, disons, une information bien précise. Il y a seulement, disons, des rumeurs qui stipulent qu'on refait ce pavillon parce que, dit-on, on va loger les gens de la CAN. L'information, disons, claire, on ne l'a pas. Aux dernières nouvelles, il s'avère que ce pavillon, normalement, ne devrait plus être, ou encore n'est plus, comme on l'avait dit, et qu'en réalité, on le refait normalement pour les étudiants. Et pendant ce temps, le pavillon G, quant à lui, n'attire toujours pas l'attention des autorités. Il continue à croupir sous le poids de l'âge. La visite du ministre de l'Éducation nationale dans ce lieu dans les tout prochains jours est attendue impatiemment afin de donner plus d'explications aux étudiants. Et pour être tout à fait complet dans cette rubrique sport, on va évoquer des questions de santé liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On le sait, c'est une manifestation qui drainera grand monde, mais on parle de sensibilisation et de préservation en matière de VIH-Sida. Qu'en est-il exactement? Pamela Mpona-Bessolo, Guy Serge Dizambo. Le Gabon et la Guinée équatoriale s'apprêtent à organiser un événement de taille, la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Ces 2 pays frontaliers recevront du monde venu des différents coins, des femmes et des hommes. C'est également au cours de ces moments que beaucoup se laissent aller dans les ambiances de tout genre et les partenaires se multiplient, avec une activité sexuelle intense. Pour le plus grand nombre, la sensibilisation est primordiale, mais à quel prix? Ce qui est sûr, c'est que malgré la sensibilisation, il y aura toujours des portes qui vont s'ouvrir pour certaines femmes qui vont tomber facilement sur des stars, par exemple. Donc, je ne crois pas. Des grandes personnalités aussi, surtout que les femmes aujourd'hui sont à la quête d'argent. Donc, c'est pas vraiment facile. Je ne pense pas. C'est vrai qu'il y aura du monde, il y aura beaucoup de choses. Il faut peut-être, on ne peut pas dire se préserver déjà. Déjà, on le fait déjà. Mais juste faire un peu plus attention, surtout pour les femmes. Oui, exactement. Ils vont faire juste miroiter l'argent à ces jeunes filles. Et puis, surtout que c'est difficile en ce moment. Ça, il faut le reconnaître un peu. Donc, vous voyez que c'est mieux la prévention, bien s'abstenir. Lors de telles manifestations, il est important de prendre du recul et de surtout s'abstenir. Et Paulette Oyan Ondo, avocate au barreau gabonais distinguée par la radio INRI de Washington, elle a donc été élue femme de l'année. Ses impressions dans ce reportage de Pamela Mpona-Bessolo et Guy Serge Dizambo. Paulette Oyan-Ondo, élue femme de l'année. C'est le verdict de la radio INRI et télévision Washington DC à travers l'émission hebdomadaire animée par le docteur Jean-Aimé Mouketou et qui s'intitule « Le docteur Mouketou reçoit ». Ce dernier a réalisé un sondage sur l'ensemble de ses auditeurs des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Le résultat fut sans appel. Oyan-Ondo a été plébiscité. J'ai l'habitude d'être invitée à prendre part aux émissions de cette radio. C'est tout. Mais ma nomination comme femme de l'année, d'abord je ne savais pas qu'il y avait eu un sondage sur moi.
Et je ne l'ai appris que par Internet et confirmé, et puis par Écho du Nord, qui a appris la nouvelle, qui a recueilli la nouvelle sur Internet. Donc je ne savais même pas qu'il y aurait eu un ascendance sur moi. J'étais à 1000 lieues d'y penser. Et ensuite, vraiment, entre les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la France, l'Europe, l'Angleterre, 5 millions d'auditeurs qui me plébiscitent moi. Bon, je me sens honorée et très émue. Dans ces pays-là, ça fait partie des traditions. Chaque année, souvent, ils font des bilans. Et en général, les journaux, que ce soit les journaux écrits, que ce soit les radios, font des bilans, font les personnalités de l'année. Et c'est dans ce cadre-là que ça a été fait, sans qu'on m'en parle. En tout cas, Paulette Oyanonda honore le Gabon et tous les Gabonais en sont ravis. Nous passons tout de suite à la fenêtre ouverte de cette édition d'information qui porte sur les responsabilités familiales et la poursuite des études. Est-ce possible? Est-ce considérable? Les deux peuvent-ils permettre de mieux gérer le foyer au finish? Quelques réponses dans cette fenêtre ouverte, justement, signée Pamela Mponabesolo et Guy-Serge Dizambo. Elles sont nombreuses, ces femmes qui tiennent un foyer et poursuivent en même temps leurs études. Est-ce facile de concilier les deux? Il y a le ménage à faire, il y a beaucoup de choses à faire à la maison, tu n'auras pas le temps d'étudier, de regarder les cahiers tranquillement, parce que tu vas t'occuper de beaucoup de choses, quoi. Donc pour moi, c'est pas facile. Certains hommes hésitent à financer les études de leurs partenaires, car pour ces derniers, elles font souvent preuve d'une ingratitude sans pareil. 90% des hommes qui ont eu à faire cela vous diront qu'ils ont été grandement déçus. Pourquoi? Parce que ce qu'on remarque, vous prenez une femme tout de suite qui ne travaille pas, qui ne fait rien, vous la formez, c'est-à-dire vous la mettez dans une école, et lorsque elle a déjà les moyens, c'est-à-dire les ailes pour s'envoler d'elle-même, alors elle vous claque la porte et c'est fini. C'est ce qu'on assiste tous les jours. Assister directement au tribunal, vous allez voir dans les audiences, c'est le même problème qu'on trouve. D'autres hommes estiment que lorsqu'on fait du bien à son partenaire, c'est pas forcément pour attendre quelque chose en retour. L'homme qui a épousé une femme, qui aime sa femme, qui a vraiment du sentiment pour elle, aimerait bien qu'elle se développe. De toute façon, le développement de la femme implique aussi le développement de la famille. Il ne faut pas être égoïste à se dire que bon, moi je vais faire que l'autre se développe rien que pour moi. Il faut aussi voir le fait qu'elle se développe, que la société qui avance, le monde qui évolue, et puis voilà quoi. De toute façon, le monde est grand, hein. On peut aussi avoir YX, développer YX, et puis demain on se rend compte que c'est pas avec X, mais c'est avec Y. Au moment où on a rendu service à quelqu'un d'autre. Les femmes signent et persistent qu'il existe des hommes peu reconnaissants qui finissent par aller voir ailleurs un jour. Il y a des hommes aussi qui sont avec vous parce que... Enfin, parce qu'ils vous trouvent peut-être jolie et puis une fois vous avez pris un coup et puis vous laissez tomber, c'est ça se fait. Et cette leçon d'amour. Le matériel, c'est un truc qui combine l'amour, mais si tu aimes quelqu'un, même s'il ne te donne rien, tu seras toujours à ses côtés. L'amour, c'est une telle sorte que tu trouves le bonheur. Et surtout, c'est le bonheur que les gens cherchent. Si tu aimes quelqu'un, tu l'acceptes. Même, il peut te donner tout ce que tu veux, tu ne l'aimes pas. Quel que soit le cas, d'un jour à l'autre, tu vas le quitter. La fenêtre est ouverte, à chacun d'en tirer les conclusions. Et se communiquer avant la question du jour avec cette grande réunion des cadres et militants de l'opposition convoquée pour demain mercredi 4 janvier 2012 à 16h au siège 6 à l'ancienne Sobraga. La présence de tous est indispensable. La question du jour nous donnait simplement la capitale de la Tunisie. La capitale de la Tunisie, c'est Tunis. Je suis enseignant, s'il vous plaît. Tunisie. Tunis? Non, je ne connais pas. À Tunisie? Tunis? Ah non, la capitale à Tunis et Tunis, non? Tunis. Tunis? Tunis? Je n'ai aucune idée, hein. Je ne sais pas. Tunis. Tu veux dire? La Tunis? 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 Oh, je sais pas. Capitale de la Tunisie. Tunis. Capitale de la Tunisie.
Tunis est bien la capitale de la Tunisie. Et la page éphéméride de cette TV Plus Soir, d'abord la citation du jour, c'est au courage que va la fortune. Elle est de Quinus Enus, né en 239 avant Jésus-Christ, arrivé dans le territoire anciennement appelé Calabre et aujourd'hui dénommé Salento, décédé en 169 avant Jésus-Christ, auteur de l'époque de la République romaine, considéré également comme le père de la poésie latine. Il est promu poète officiel de Rome, bien que seuls des fragments de son œuvre aient été conservés. Son influence sur la littérature latine est du reste importante. Le proverbe du jour, qui cultive les oignons n'en sent plus l'odeur. Demain, nous serons le mercredi 4 janvier 2012, nous serons dans le 4e jour